merci à toutes et tous d'être là. Donc, on remercie la MGI de nous accueillir, la Maison du Geste et de l'Image. On va poursuivre cet après-midi avec une table ronde qui part d'une question et d'un vrai questionnement. Culture et jeunesse, et si on changeait de posture? Alors, je vais rendre à César ce qui lui appartient. Ça vient d'un article écrit par Benoît, ici présent, dans le cadre de l'Observatoire des politiques culturelles. Et j'avais été très intéressé et frappé par l'article, les questionnements qui mettaient en œuvre, mais aussi les bonnes pratiques. Donc je suis ravi d'accueillir Benoît, mais aussi Mylène, que vous avez peut-être déjà vu ce matin. Et je vais laisser se présenter dans un premier temps. Encore moi. Bon, du coup, ceux qui étaient là ce matin, ça va faire redite quand même. Donc, je m'appelle Mylène Froger, je suis coordinatrice en charge du développement des publics Cinéma La Tournelle à la Île-des-Roses dans le 94. Je suis aussi formatrice et médiatrice pour des ateliers, notamment autour de TikTok et globalement des pratiques un peu innovantes, avec des gros guillemets. Je suis membre du comité 15-25 ans de l'AFCAE, qui est l'association française des cinémas arts et essais, et qui œuvre à mettre en valeur des films arts et essais qu'on pourrait flécher pour un public 15-25 ans, et on crée des accompagnements pour les salles de cinéma pour qu'ils puissent faire venir ce type de public qui ne vient plus trop en salle arts et essais. Et je suis chargée de cours à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Je ne l'ai pas dit ce matin, c'était une petite en plus, voilà. Et moi je suis Benoît Labourdette, je ne vais pas répéter ce qui est écrit là, mais par contre je vais peut-être vous donner quelques exemples d'actions que je peux mener pour que vous voyez d'où je parle en fait. Donc moi j'ai une société de production culturelle et donc j'interviens auprès des publics directement en créant des dispositifs de médiation culturelle innovants. Pourquoi innovant? On s'en fiche finalement d'innover. Pourquoi on dit innovant? Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de tisser des liens peut-être plus profonds grâce à des nouvelles pratiques et peut-être à des remises en question des pratiques par les acteurs des pratiques eux-mêmes. Et moi, le premier. Et du coup, ça m'intéresse quand je suis déstabilisé et quand ça ne se passe pas du tout comme j'avais prévu que ça se passerait. Là, je me dis, OK. Là, ça y est, je commence à travailler. Donc, c'est vraiment ma posture, c'est-à-dire quand c'est pas comme prévu, c'est là que ça commence à m'intéresser. Et il y a 1000 raisons qui font que c'est pas comme prévu. Et alors, pour vous donner deux, trois exemples, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'arrivée de nouvelles technologies et comment les technologies vont produire des changements anthropologiques, c'est-à-dire vont changer la vie des gens, et donc la nôtre, adultes, mais aussi celle des gens plus jeunes, et comment du coup elles vont nous permettre de réfléchir sur les nouveaux objectifs de l'action culturelle, en fait, parce que si la vie change, eh ben, nos objectifs ils changent, et du coup, à ce titre-là, il y a 20 ans de ça, presque 20 ans, avec le Forum des images qui est le voisin de la MGI, que vous connaissez sans doute, j'avais fondé le festival Pocket Film en 2005, qui a été le premier, le plus important d'ailleurs en termes de moyens et d'audience, festival consacré à la création de films avec téléphone portable. Et en fait, rappelez-vous, pour celles et ceux qui étaient là à l'époque, en 2005, c'est là où la caméra est apparue dans les téléphones portables. Avant, il y avait déjà des téléphones portables, mais il n'y avait pas de caméra. Et moi, ça me semblait absolument passionnant. À l'arrivée d'une nouvelle technologie elle s'est répandue, comment, dès le début, on réfléchit dans une posture plutôt sociologique ou psychosociologique à qu'est-ce que ça va nous faire, en fait. Et aujourd'hui, ça nous a fait plein de choses et il faut évidemment continuer à réfléchir. Et dans l'article, pour finir, et si on changeait de posture, que j'ai publié il y a 2 ans, je parle de TikTok et de mes propres a priori sur TikTok au début, quand c'est arrivé en 2016-2017. Rappelez-vous, à l'époque, avant ça s'appelait Musical.ly, après ça a changé de nom, ça s'est appelé TikTok, et d'une posture de jugement très négatif lorsque je connaissais peu le réseau. Et puis après, je me suis rendu compte de tout l'intérêt qu'il y avait dans ces espaces-là, que je ne voyais pas, donc ça m'a fait travailler sur mes propres a priori, et du coup, moi j'aime bien partager plutôt des questions que des réponses.
Merci. Puis je me présente brièvement, donc Adrien Frontcap. Moi je suis un ancien du master management des organisations culturelles de Dauphine, promotion 2022-2023. Et je suis notamment intéressé par le domaine du cinéma et j'ai fait mon mémoire sur le thème comment promouvoir le cinéma de patrimoine aux jeunes de 15-25 ans. Donc c'est un public que j'ai un peu étudié, c'est comme ça que j'ai rencontré Mylène et que j'ai lu cet article justement pour m'intéresser aux pratiques numériques et culturelles des jeunes. Donc justement, Benoît, tu parlais de ce propre rapport d'étonnement que tu avais par rapport à des nouvelles technologies, des nouveaux usages. Est-ce que, Mylène, tu peux nous en parler un peu justement, toi qui connais TikTok, qui connais les jeunes aussi, est-ce que tu peux nous parler de ce rapport qui peut être un peu surplombant parfois des institutions culturelles et comment ça impacte un peu les jeunes et leur rapport à la culture? Alors je pense que ça vient pas uniquement des institutions culturelles, et je pense qu'il y a quelque chose de assez global, mais on remarque quand même que le regard français est très négatif sur les pratiques culturelles des jeunes et spécifiquement leurs pratiques médiatiques, où on part du principe que tout ce qu'ils font sur Internet est mauvais. C'est un constat. On voit beaucoup d'actions envers les jeunes qui sont de l'éducation, de attention, protégez-vous. On est vraiment sur un vocabulaire qui est lié à la protection, à attention, enfin vraiment quelque chose de un peu flippant en fait. Et on leur rabâche constamment ça. Et plus globalement sur la culture juvénile, en fait, il y a ce regard de ce que font les jeunes n'est pas de la culture légitime. Mon exemple le plus concret, donc moi je fais des ateliers TikTok avec des jeunes où on leur propose de parler de films notamment. Et une des premières choses que je demande quand j'ai des jeunes devant moi, c'est de leur dire est-ce que vous regardez des films? Alors là j'ai non. Je sais que c'est faux. Et donc je leur dis mais comment ça on va pas au cinéma. Donc déjà ça c'est quelque chose qui moi me perturbe énormément, c'est-à-dire que comme ils sont devant des adultes, ils partent du principe que, enfin les adultes qui travaillent dans une salle de cinéma encore plus, ils partent du principe que tous les films que eux voient ne sont pas des films parce que c'est pas des films de cinéma. Et donc déjà ça c'est un peu perturbant, et quand je leur dis mais vous avez Netflix, ils font oui, regardez des films sur Netflix, ils font oui mais c'est des films Netflix quoi. Oui mais c'est des films quand même. Et donc du coup on a déjà ce constat de les jeunes ont l'impression que leur culture n'est pas légitime, et donc moi mon travail en tant que médiatrice c'est aussi d'aller vers eux, d'essayer justement de faire un gros travail de veille. Alors c'est un travail monstrueux, on va pas se mentir, mais de comprendre leurs pratiques médiatiques pour justement essayer de les amener vers une culture dite légitime et surtout légitimer leur propre culture à eux aussi. Leur dire que des films Netflix, c'est des films quand même s'ils les ont pas vus dans une salle de cinéma, ça reste quand même une culture cinématographique qui est intéressante, dont on peut parler, et qui est quoi qu'il arrive une culture. Donc je pense que la place du médiateur ou de la médiatrice, c'est justement de réussir à faire le pont entre une culture qu'on pense, nous, légitime, et en plus, à quel titre est-ce que nous, on considère que cette culture est plus légitime que la leur, et leur culture à eux. Donc voilà, c'est un petit constat on se rend compte que ces jeunes sont un petit peu matrixés par les institutions culturelles qui leur disent constamment qu'ils doivent être dans une posture d'apprenant quoi qu'il arrive, que nous, non, parce que nous allons savoir. Et qui me dérange profondément parce que quand vous discutez avec les jeunes, vous allez apprendre tout autant d'eux que vous pouvez leur apprendre. Et là, tu parles un peu du rapport des jeunes à cette culture dite légitime, mais est-ce que tu peux parler aussi du rapport des adultes ou des professionnels de la culture avec leur vision de la culture? Je pense notamment, tu m'avais parlé d'un comité où en fait les professionnels du cinéma s'interrogeaient sur qu'est-ce qu'un film qui pouvait faire partie d'un programme à destination des jeunes. Il y a quand même une certaine, peut-être un biais ou en tout cas une approche ou un regard sur la légitimité de la culture qui est un peu particulier. Bien sûr. Alors l'exemple que j'avais donné à Adrien et à Benoît, c'est j'ai fait, il fut un temps, un stage au CNC, Centre National du Cinéma et de l'Image animée. Et j'ai pu assister à, si vous voyez ce que c'est, les dispositifs scolaires de cinéma, maternelle, école, collège, lycée 1 et apprenti au cinéma. C'est en gros un dispositif scolaire de cinéma, c'est dans le cadre de votre scolarité, sur chaque niveau normalement vous allez voir 3 films ou 5
avec votre classe des films qui sont choisis par des professionnels du cinéma. Et en gros, il y a un catalogue qui répertorie l'intégralité des films qui sont pour tel ou tel niveau. Et ces films-là sont choisis par des commissions. Et dans ces commissions-là, il y a un panel de professionnels de la production, de la distribution, des enseignants, des salles de cinéma aussi, des critiques de cinéma, etc., etc. Donc c'est un petit mélange d'une quinzaine de personnes à peu près, qui chaque année décident quels sont les films qu'on sort de ce catalogue et quels sont les nouveaux films qui rentrent, parce que ça tourne un petit peu, légèrement. Et lors d'un de ce comité, s'était posé la question de faire rentrer le film Breakfast Club. Si vous ne connaissez pas, c'est un teen movie américain des années 80. Et à cette époque-là, peu de temps avant, il y avait un film qui s'appelait Pitch Perfect, qui s'appelait It Girls en France, parce qu'on traduit les titres anglais par des titres anglais, qui était sorti. Et dans ce film, donc Pitch Perfect, on a un gros passage qui est autour de Breakfast Club. Et donc il parle de Breakfast Club, en disant oh, ça va pas trop parler aux jeunes, donc je lève la main, seul jeune de la salle, à ce moment-là en tout cas, et je leur dis en fait c'est super Breakfast Club parce que ça permet de faire le lien entre la culture que les jeunes connaissent, donc Pitch Perfect, et en même temps un film qui est quand même assez important dans le patrimoine audiovisuel, puisque c'est un petit movie très connu, donc ça pouvait faire le lien. Et là vraiment j'ai des yeux ronds, on me dit mais qu'est-ce que c'est Pitch Perfect? Là, je me dis, ok, vous êtes des professionnels du cinéma, vous savez pas ce qu'est une des plus grosses comédies, / musicales, / teen movie des années qui à ce moment-là, quoi. Et je me suis dit, en fait, ils connaissent très bien tout le catalogue très cinéphile, très art et essai, sans problème, mais par contre, tout ce qui est du ressort de la culture populaire, non. Et donc, je trouve ça toujours assez étonnant de voir qu'on ne s'intéresse pas du tout aux pratiques culturelles des jeunes pour prendre des décisions sur ce qu'on va leur montrer. Je pense qu'il ne faut pas montrer ce qu'ils connaissent déjà, ça n'a peut-être pas grand intérêt, quoique. Par exemple, cette année, nous on montre E.T. Il y en a plein qui connaissent déjà E.T., qui l'ont déjà vu, mais par contre, ils ne l'ont jamais vu dans une salle de cinéma, avec de l'analyse, où on essaye de leur montrer ce que c'est que la question du point de vue en tant qu'enfant, la caméra qui se place, toute l'histoire de Steven Spielberg, etc., etc. Donc vraiment l'idée c'est de proposer des liens en continu, et en fait à partir du moment où les gens qui choisissent les films qui vont être montrés à des enfants ou des jeunes ne sont pas conscients de la culture de ces jeunes-là, c'est toujours un petit peu délicat et compliqué. Et du coup, Benoît, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la notion de culture? Parce que qu'est-ce qu'on entend par ce terme? Est-ce qu'on peut parler aussi des droits culturels, parce que c'est quelque chose qui est intéressant lorsqu'on parle de la culture des jeunes, comment ils peuvent s'exprimer, etc. Est-ce que tu peux nous replacer un petit peu ce contexte? Oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure en me présentant, c'est que depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années maintenant, je travaille beaucoup dans le champ culturel sur l'accompagnement des politiques culturelles au-delà des images. Donc je peux accompagner des directions des affaires culturelles de ville ou de département sur comment on s'adresse mieux aux jeunes, comment on utilise mieux le numérique, etc. Donc là, je vais parler avec, on va dire, cette casquette-là, plus large que juste les images, en fait. C'est mon point de départ. Et du coup, il y a une notion qu'on appelle des droits culturels. Est-ce que parmi vous, levez la main juste pour que celles et ceux pour qui c'est évident les droits culturels. Oh, tu vas pas nous expliquer parce qu'on sait déjà par cœur. Ok, vous êtes 2,5. Ah non, 4. Donc du coup, désolé pour celles et ceux qui le savent, parce que c'est une notion importante. Et donc je vous fais un tout petit peu d'historique de ce qu'on appelle les droits culturels pour voir à quel point ça peut être un outil opérant pour nous aider à refaire lien en fait avec les jeunes. Vous allez voir pourquoi. Les droits culturels, c'est un concept parajuridique qui s'ancre de façon institutionnelle et légitime en 2007 avec un objet parajuridique qui s'appelle la Déclaration de Fribourg. Donc, si vous tapez Déclaration de Fribourg 2007, vous allez pouvoir lire ce document. Et alors, qu'est-ce que c'est? Parce que là, je suis dans une sorte de discours un peu fumeux, vous ne savez même pas de quoi on parle, mais je vais vous expliquer très rapidement. Ce sont des personnes, un groupe de personnes qui se sont intéressées aux droits de l'homme. J'aime pas dire droits de l'homme parce que c'est
quand même un petit peu patriarcal de dire les choses comme ça. Oh, là, même le terme le terme patrimonial, bref. Moi, je me sens féministe et je le déclare depuis très longtemps. Je peux vous dire que j'ai été beaucoup moqué, je sais pas, il y a 30 ans, quand on disait en tant qu'homme qu'on défendait ces valeurs-là, on était très moqué. Parce que j'étais un garçon qui jouait à la poupée et qui jouait pas au foot, si vous voulez. Donc voilà, bref. Je reviens au droit culturel. Il y a donc un groupe de personnes. Non, mais les mots qu'on emploie, ils ont beaucoup de sens. Hein. C'est comme je fais un écart, mais qui n'en est pas un. Quand on parle de public cible, par exemple. Moi, à chaque fois, je trouve ça bizarre. Enfin, je sais pas, de personnes avec qui on veut se mettre en lien. Peut-être. Moi, je préfère ça, public cible. Je crois que les mots sont pas neutres. Bref, droits de l'homme, déclaration universelle en 1948. Comment on va respecter, quand on fait partie de l'institution, nous là, on fait à peu près tous partie de l'institution parce qu'on a des rôles institutionnels par rapport à des jeunes qui sont accueillis, de respecter leur dignité, en fait, leur dignité humaine. Et donc, il y a un groupe de personnes. Ça a commencé en 1948, mais ça s'est vraiment validé en 2007 avec cette déclaration, qui ont identifié une notion qu'ils ont appelée les droits culturels de la personne. On dit droits culturels, mais c'est les droits culturels de la personne. Et de quoi il s'agit ? Il s'agit de se dire, on envisage la culture là dans son sens anthropologique. C'est pas la culture du ministère de la Culture, c'est la culture en tant que ce qui nous constitue. Mes goûts, là où j'habite, mes références culturelles, ce que je mange, etc. Vous voyez, c'est la culture. Et du coup, quand on a des rôles institutionnels, on doit respecter les droits culturels des personnes. Pourquoi on doit respecter les droits culturels des personnes ? Parce que soi-même, notre culture, ce qui nous constitue, c'est exactement ce que tu disais, on ne se sent pas forcément légitime de notre culture. Et si notre culture est légitimée par l'institution, eh bien peut-être on va la légitimer à nos propres yeux, et ce faisant, on va pouvoir participer à la vie de la cité. Parce que si moi-même, ce que je reçois de l'institution, c'est qu'en gros mes goûts, c'est de la merde, et qu'il y a des gens qui vont me montrer des films vachement mieux que ceux que je regarde moi-même, par exemple, si je prends cet exemple-là, eh ben, j'ai aucune raison de participer de toute façon à la vie de la cité, parce que de toute façon, je suis jugé comme finalement incapable de bon jugement, et notamment de bon jugement sur un choix de film, par exemple. Et du coup, à partir de là, de ça, et c'est très important, eh bien, ça va distinguer deux notions dans le champ culturel, la notion de démocratisation culturelle, qui est la notion, on va dire, traditionnelle du ministère de la Culture, où on va dire qu'il y a des œuvres de valeur, les œuvres de valeur de l'humanité, et c'est dans les textes fondateurs du ministère de la Culture, et qu'on va transmettre et donner accès le plus possible, c'est ce qu'on appelle la démocratisation aux œuvres qui ont une valeur. Et donc, démocratisation culturelle, et avec les lunettes, comme on dit, des droits culturels, on passe à la démocratie culturelle, c'est-à-dire qu'au lieu que ça vienne d'en haut, on va essayer de mettre en place des espaces d'échange et d'interaction, et c'est exactement ce que tu disais quand moi, j'ai peut-être la culture, ce que je connais, mais peut-être que quelqu'un d'autre, un enfant, a sa propre culture, et je peux lui apprendre des choses, mais lui aussi peut m'apprendre des choses, et donc ça permet beaucoup mieux de tisser des liens, en fait, et de faire qu'on se rencontre et qu'on s'enrichit mutuellement, parce que les jeunes encadrés, et notamment les jeunes encadrés dans le contexte scolaire, ils sont forcés de faire tout ce qu'ils font. Enfin, c'est pas leur choix, ils sont obligés, en fait. Et ils savent très bien, parce qu'ils sont quand même pour leur paix sociale, enfin ils essaient d'être tranquilles, de ne pas être agressés tout le temps par l'institution qui les encadre, donc ils vont être plutôt, ils vont faire ce qu'on leur dit, quoi. Mais est-ce que vraiment ça les a enrichis, si vous voulez? Est-ce qu'ils n'ont pas mis une barrière pour obtenir la paix sociale, mais est-ce que vraiment ça les a enrichis? Et donc, pour finir là-dessus, parce que c'est facile de dire tout ça, et ça peut sembler très démagogique aussi, je le sais, et d'ailleurs, les droits culturels sont, depuis 3 ans, défendus par le ministère de la Culture, car il y a eu la création, début 2021, d'une délégation
au ministère de la Culture, dont le rôle est de faire que la démocratie culturelle soit respectée. Donc en gros, pour le dire très vite, et pour faire un tout petit point d'histoire, je ne sais pas si vous savez comment le ministère de la Culture a été créé en 1959. C'était très compliqué parce que c'était pas l'époque où on empruntait comme aujourd'hui de l'argent, on grévait la société future et son voilà. Et en fait, pour créer le ministère de la Culture, on a pris de l'argent à l'éducation populaire, on a pris de l'argent à l'éducation nationale pour pouvoir financer un nouveau ministère et des nouvelles actions qui étaient la culture. Et André Malraux, il avait le plus grand mal à mettre en place sur le territoire français ce ministère-là, parce que personne n'en voulait. L'éducation nationale, par exemple, mais pourquoi c'est nous qui éduquons à la culture? Pourquoi vous nous enlevez des moyens? Et c'était l'époque de la décolonisation, il a fait venir avec lui des fonctionnaires qui travaillaient en Afrique, et du coup, qui ont géré le territoire français comme la brousse, et qui ont discuté avec les présidents des conseils généraux, etc., comme avec des chefs en Afrique, en fait, ils le disent, et donc ils ont survendu la culture avec un grand C, c'est la verroterie magnifique qui brille, et ils ont vendu, il y a eu une sorte de colonisation sur le territoire français de valeurs comme ça, plus de la culture. Donc c'est comme ça que ça s'est construit, donc on est vraiment dans le néocolonialisme, enfin à l'époque dans le colonialisme. Mais ça a marché à l'époque. On était dans les 30 glorieuses, dans les classes moyennes qui étaient plus riches, etc. Ça a fonctionné très bien, je ne sais pas, mais en tout cas ça a fonctionné. Aujourd'hui, force est de constater que ça ne fonctionne plus, c'est-à-dire que les jeunes auxquels on s'adresse et dont les parents payent des impôts, donc qui doivent recevoir des choses qui font partie du bien commun, n'identifient plus du tout les institutions culturelles comme des lieux qui leur sont ouverts, qui leur sont accueillants, et du coup, eh bien, la mission n'est plus respectée. Donc en réalité, aujourd'hui, le fait d'identifier la notion de droit culturel et de s'en préoccuper, d'essayer de faire évoluer nos actions, eh bien, c'est pour redonner du sens à l'action culturelle. Et pour le dire très vite, finalement, les droits culturels, et je vais vous donner un petit exemple pour terminer, pour le dire très vite, c'est le retour des valeurs de l'éducation populaire au sein des pratiques culturelles de ces cultures légitimes. Et je vous donne un exemple. Imaginez un groupe de jeunes qui sont accompagnés soit par un animateur sur des temps hors scolaires ou soit par un enseignant sur des temps scolaires, qui arrivent, ce groupe de jeunes, je sais pas, dans un théâtre, un cinéma, un musée, ils arrivent et ils sont un peu bruyants, par exemple. Alors ils sont un peu bruyants et ils arrivent dans le hall, etc. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se faire engueuler parce qu'ils ne respectent pas les règles, donc ils se font engueuler plus, moyen ou parfois très fort. Il y avait eu une histoire au centre Pompidou, voilà, souvent très fort. Eh bien, dans la vision des droits culturels, leurs droits n'ont pas été respectés. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, on peut dire, oh là là, mais quelle démagogie, parce que, ok, leurs droits n'ont pas été respectés, mais s'ils ont fait du bruit, qu'ils ont gêné les gens qui étaient là, eux non plus, n'ont pas respecté les droits des autres. Mais ça veut dire quoi, leurs droits n'ont pas été respectés? Ça veut dire que les codes, chaque contexte a des codes, est-ce qu'on a pris le temps de les accompagner dans la compréhension des codes et puis peut-être dans un choix qui serait le leur de participer à cette chose-là. Et comment on fait pour les accompagner? C'est ça en fait le sujet des droits culturels. Et surtout, comment on fait pour accompagner les professionnels à peut-être retisser du lien avec la jeunesse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'intéresser à la jeunesse. Et je termine juste sur un dernier point. Ça remet en question parce que, par exemple, je sais pas, je suis directeur d'un théâtre dans une ville. Pourquoi j'ai été nommé directeur? Parce que j'ai une ligne éditoriale, j'ai une vision des choses, etc. Et je considère que je suis nommé pour cette raison-là, pour apporter justement ce dont je suis riche aux populations de ce territoire. Donc si on me dit, maintenant, en gros, il faut que tu demandes aux gens ce qui leur plaît, ça va complètement remettre en question mon identité professionnelle et ce pourquoi je crois que je suis nommé. Mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui résistent aux droits culturels, qui disent mais ça veut dire que tout se vaut, c'est complètement démago, etc. Mais en fait,
tout ça, c'est des conceptions de l'art, parce qu'on parle de culture, mais en réalité, on parle d'art, en réalité, hein, parce que le terme culture, il est beaucoup plus vaste que, voilà, on parle d'art plutôt d'art. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'art? Est-ce que c'est un objet, comme ça, ou est-ce que c'est une expérience vécue et partagée? Et là-dessus, on peut s'appuyer sur la philosophie pragmatiste du début du XXe siècle, et notamment John Dewey, avec un magnifique livre qui s'appelle L'art comme expérience, qui date de 1928, et qui pose la question, qui dit, mais justement, il dit, mais l'art, c'est pas un objet, en fait. C'est rien un objet, c'est juste un objet. L'art, c'est l'expérience que vivent les personnes dans la rencontre avec un objet, etc. Et dès lors qu'on se place sur l'expérience, on remet la personne au centre, finalement, et non plus l'institution au centre. Et ça change les visions. Et en fait, moi, et c'est mon expérience avec plein de collectivités, plein de contextes que j'accompagne sur ces questions-là, en fait, ça détend tout le monde, c'est bien pour tout le monde, c'est pas du tout quelque chose de problématique. Et ça permet, même à ceux qui sont porteurs d'une culture légitime, eh bien, d'apprendre, si je puis dire, à la partager mieux, et puis à être à chaque fois enrichi aussi des choses. On n'est plus dans des choses descendantes, mais on est dans des choses plus horizontales, facile à dire, assez compliqué à mettre en œuvre, et tout à l'heure on verra des pistes d'action concrètes. Merci pour replacer le contexte et tous les enjeux autour de ces notions de culture, de droit culturel. D'ailleurs, l'année passée, les journées du management culturel étaient sur les droits culturels. Donc, sur notre site, il y a des replays de certaines conférences, donc n'hésitez pas. Alors maintenant, effectivement, on a posé un peu le cadre et puis les enjeux aussi, les difficultés. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles approches et quels regards pour amener les jeunes à la culture, peut-être illustrer, et peut-être aussi amener un questionnement ensuite de moi sur comment questionner les professionnels sur leur pratique. Mylène, peut-être pour illustrer un peu. Alors, je suis désolée, beaucoup trop de tables rondes, de trucs. Mon cerveau il fait ouh. Je crois qu'on avait parlé des ambassadeurs. Oui. Voilà, ok. Oui. C'est bon, je suis dans la même question. Donc, il y a, on fait tous le constat, je crois, en tant qu'institution culturelle ou en tout cas structure culturelle, d'un manque de rajeunissement du public. Et moi je parlais du coup du ciné parce que c'est ce que je vis au quotidien, mais il y a une grosse demande d'un point de vue CNC de faire renouveler le public parce que typiquement dans une salle à réessai, le public il vieillit et à un moment quand le public il vieillit trop, et ben après il disparaît. Voilà, c'est le cycle de la vie. Et donc, ce qui est quand même assez important, c'est en dehors du cadre scolaire, d'arriver à avoir une démarche de programmation, de médiation et plus globalement d'attirer un public dit 15-25, qui est quand même le gros sujet brûlant du moment. Et depuis cette année, il y a eu ce qu'on appelle la réforme à réessai. Donc en gros, la réessai, pour vous faire un très rapide point, quand vous êtes une salle qui n'est pas un multiplex, donc pas une grosse salle avec beaucoup de budget, les cinémas réessais ont des subventions de la part du CNC, donc pour vous aider à tenir finalement. Et il faut remplir des gros dossiers très longs pour avoir plein de labels et donc cette subvention. Et dans les différents labels, il y a le label jeune public, donc pour faire des programmations qui soient plutôt à destination des enfants. Entre 0 et 14 ans à peu près. Vous avez le label patrimoine et répertoire et patrimoine avec des films plutôt anciens. Le label recherche et découverte qui est plutôt sur des films un peu expérimentaux, un peu plus pointus on va dire. Et depuis cette année, du coup, il y a deux nouveaux labels qui se sont créés, le label court-métrage et le label 15-25. Et donc l'idée c'est d'avoir des actions en direction du public 15-25, c'est un petit peu le gros combat du moment chez eux en tout cas. Par quoi est-ce que ça passe? Ça passe par des ciné-clubs, ça passe par des médiations très concrètes, donc par exemple TikTok ça marche bien, des émissions autour de Twitch, de plein de choses différentes, et un des grands combats c'est les ambassadeurs. Donc les ambassadeurs de la culture, c'est d'avoir un groupe de jeunes qui soit liés directement à votre structure et de leur proposer, alors ça dépend des structures, hein, de leur proposer de soit faire de la programmation. Donc en cinéma, ça va passer par choisir par exemple un film dans le mois qui s'adresse plutôt à un public 15-25 ans
que les jeunes vont choisir et ils vont pouvoir organiser une soirée autour de ça. Faire une présentation du film, projection du film, faire un échange en salle après le film et pourquoi pas un petit pot ou une animation autre derrière. Ça peut passer par ce biais-là, donc ça peut aussi passer par la rencontre avec des professionnels du milieu cinématographique, donc soit des personnes qui travaillent en salle de cinéma, mais également des équipes de films, donc réalisation, script, monteur, etc. Ça passe aussi par des ateliers concrets de pratique, avec soit des ateliers de programmation où on va venir choisir plusieurs courts-métrages pour faire une programmation complète sur une soirée, ou des ateliers très concrets de création de courts-métrages, ou choses diverses et variées, ça peut être du stop motion, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont à mettre en place. Et vraiment les ambassadeurs, c'est partir du principe qu'on fait confiance à ces jeunes pour avoir une expérience en salle de cinéma qui soit assez satisfaisante pour qu'ils aient envie d'en parler aux autres. C'est de la recommandation entre pairs. Donc on part du principe que si un ambassadeur va apprécier son expérience en salle, il va pouvoir en parler à ses camarades et du coup les faire venir dans cette salle de cinéma pour qu'eux aussi aient une expérience qui soit sympathique et en parlent à d'autres, etc. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir cet aspect-là de recommandation entre pairs, et ça va plus loin que ça puisque on sait pertinemment que beaucoup d'adultes n'ont pas une pratique des réseaux sociaux qui est vraiment optimale, et donc on peut demander également aux ambassadeurs de venir par exemple tenir le compte TikTok de la salle de cinéma, de créer du contenu directement en rapport avec la programmation, avec des événements ou ce genre de choses, et donc d'avoir un ton qui soit adapté à la plateforme, mais comme ils sont censés connaître entre guillemets les codes de la plateforme, de pouvoir pas passer, encore une fois je le disais ce matin, mais pour des boomers sur une plateforme parce que le discours est trop en décalage par rapport à ce que la plateforme a l'habitude de recevoir comme type de contenu. Et donc l'idée c'est vraiment de leur proposer d'être la bonne parole liée à cette culture en disant « Hey, si c'est accessible pour nous, c'est accessible pour vous aussi ». Voilà, petit échange comme ça. Donc voilà, les ambassadeurs, c'est un peu cette démarche. Alors, sur le papier, elle est très jolie, elle fonctionne très bien. Dans les faits, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul nécessaire pour se rendre compte de est-ce que ça va vraiment marcher. Moi, j'ai mis quelques doutes parce que faire ce genre de choses, c'est positif, mais ça demande un temps énorme, gigantesque. Parce que pour réussir à motiver ces jeunes-là, il faut avoir un lien constant avec eux, d'échange, de discussion, de relancer. Même si votre événement il a lieu un mois plus tard et dans toutes les semaines, il faut leur dire « Hey, est-ce qu'on a avancé sur ci, est-ce qu'on a avancé sur ça ?» Parce que c'est du temps bénévole qu'ils offrent, alors qu'ils sont des contreparties, donc avec des ateliers, des rencontres. Nous, par exemple, dans notre cinéma, on leur laisse... ils peuvent venir comme... Ils ont une carte qui est littéralement une carte UGC illimitée, pour le dire... pour le dire vulgairement, mais dans notre cinéma. Donc il y a un échange quand même qui est fait, mais c'est quand même du temps qu'ils investissent et c'est des adolescents, il ne faut pas l'oublier, ou des jeunes adultes, mais nous on est plutôt sur des ados lycéens. Donc il faut relancer en continu, il faut leur montrer que le projet est intéressant pour eux, mais aussi pour nous. Enfin voilà, c'est un investissement quand même qui n'est pas si simple dans des structures qui demandent de plus en plus de polyvalence à chacun des membres de la structure. Donc il faut avoir en tête aussi que c'est pas si facile. C'est pas si facile et je sais pas à quel point c'est un modèle qui va pouvoir s'appliquer sur autant de structures possibles et admettables. Et Benoît, du coup, quelles approches justement pour les regards, est-ce que des pistes que tu voudrais partager? Oui, parce que en effet, cette question du temps et de l'investissement dans la relation que ça demande, c'est un sujet central quand on parle de tout ça. Les gens disent ouais, on est d'accord sur le fond avec vous, mais on est déjà sous l'eau, on a plein de boulot, on n'a pas le temps. Qu'on soit médiateur culturel, qu'on soit enseignant, c'est pareil. Je veux dire, on n'a pas le temps, on se sent pas forcément légitime aussi d'accompagner. Donc du coup, c'est pas forcément si simple, on sait pas trop comment faire, on sait très bien à quel point il y a plus de formation payée pour les enseignants. Enfin, il y a quand même beaucoup de problèmes. Moi, je travaille avec l'Institut pour la photographie de Lille sur un programme annuel de formation pour des enseignants. Ils viennent pendant leurs vacances scolaires dans ce programme de formation. Donc, ils sont motivés. Donc, comment on fait en fait parce que et ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que c'est comme moi, j'accompagne des institutions. Il s'agit d'être un peu réaliste de comment on peut travailler différemment, mieux,
Mais on ne peut pas faire révolutionner tout de suite parce qu'il y a la réalité des choses. Et puis, dans les collectivités, par exemple, territoriales, des demandes des élus aussi, parce qu'il y a les gens qui sont sur le terrain, mais les élus, ils ont des demandes aussi, ils ont du pouvoir, évidemment. Donc, je vais vous donner 2-3 exemples de façons de faire, en fait, que je peux vous relater, que j'ai mené. Par exemple, au mois de juin, là, la ville de Bordeaux m'a demandé d'animer le séminaire annuel d'une journée pour les directeurs des structures culturelles de la ville de Bordeaux sur la thématique de la jeunesse. Parce que le musée, l'opéra, tout ça, oui, on déplore qu'il y a moins de jeunes, la bibliothèque, etc. Donc, comment on travaille et comment je les ai fait travailler? Je leur ai fait une proposition, je vous passe les détails, mais à un moment donné de la journée, mais je leur ai fait une proposition sur la question de l'enquête. C'est-à-dire, à tes souhaits, finalement, si on s'intéresse à l'autre, il faut enquêter d'une certaine manière. Comment on fait pour s'intéresser à quelqu'un? On peut appeler ça l'enquête, on pourrait appeler ça autrement, mais je l'appelle enquête. Et bien souvent, par exemple, c'est le cas en ce moment à Nantes, j'ai souvent travaillé avec la ville de Nantes, ils ont une grande enquête sur les publics, faite par un cabinet, etc. Donc, grande enquête à partir de laquelle, ils vont repenser leur offre. D'accord ? Cette enquête, c'est avant tout des questionnaires en ligne, donc qui répondent. La manière qu'on a de poser des questions induit quand même beaucoup les réponses. Donc en fait, toute enquête est biaisée. C'est normal, il n'y a pas d'enquête objective, ça n'existe pas. Et donc finalement, il faut enquêter de manière diverse, si vous voulez, pour que ce ne soit pas biaisé, puis peut-être pour pouvoir rentrer en relation un petit peu mieux. Donc moi, je leur ai fait une proposition, je leur ai dit, est-ce que vous ne pourriez pas essayer, dans chacune de vos structures, que cette question de l'enquête soit intégrée à votre dynamique de projet. C'est-à-dire que ce ne soit pas un jour on fait une enquête du public qui nous permet de repenser une offre, sauf que l'offre elle sera 2 saisons après le temps qu'il y ait des résultats de l'enquête. Donc de toute façon c'est obsolète parce que ça se trouve, il y a des nouvelles pratiques, etc. Mais peut-être d'enquêter un petit peu plus tout le temps sur les pratiques. Mais comment on fait pour enquêter? Je leur ai proposé à chaque directeur de structure d'imaginer une méthode d'enquête. Parce que tout ça, c'est aussi du bon sens. C'est-à-dire, ah ouais, mais on n'est pas sociologue, les vrais enquêteurs. Mais non, les vrais enquêteurs produisent eux aussi des résultats complètement biaisés. Et c'est pas qu'ils font mal leur travail, c'est intrinsèque à l'enquête. Par exemple, l'enquête qui a été menée pendant à peu près 1 an par le ministère de la Culture sur la question des pratiques numériques dans le domaine de la culture, c'était une enquête en ligne, très longue. Ça prenait un temps de dingue pour y répondre. Donc, qui a répondu à cette enquête? C'est complètement biaisé. Des gens qui avaient intérêt à répondre à un certain nombre de choses pour obtenir des budgets du ministère de la Culture, évidemment. Donc, du coup, c'est absolument pas c'est le reflet d'une certaine réalité, mais qui n'était pas en fait leur intention. Donc, du coup, c'était assez intéressant parce que ils ont imaginé des dispositifs d'enquête, et notamment, il y en a une ou un, je ne sais plus, qui a dit, en fait, on va demander à des jeunes d'enquêter sur les autres jeunes, en fait. Vous voyez, voilà. Et puis aussi, il y a, en termes purement conceptuels, il y a cette problématique de la logique de l'offre. C'est-à-dire comme si il fallait trouver la bonne offre, en fait, qui plaît aux jeunes. Mais le problème, c'est que quand on regarde un petit peu la sociologie contemporaine, et notamment Camille Penny, qui est un sociologue super, qui a publié un bouquin il y a 2 ans qui s'appelle « Pour une politique de la jeunesse », il nous montre que, en réalité, la jeunesse n'est absolument pas homogène dans ses goûts culturels, et qu'en réalité, les goûts culturels, c'est des questions plutôt socio-culturelles qui font les goûts, et entre l'âge de 15 ans, 20 ans, 25 ans, 35 ans, en fait, j'ai les mêmes goûts, en fait. Donc, il y a une immense diversité. Donc, s'adresser à la jeunesse, genre, ce qui plaît aux jeunes, ça veut rien dire, en fait. Et donc, du coup, cette problématique de la logique de l'offre, c'est peut-être problématique en soi. Donc, je vais prendre 2 autres exemples. La ville de Villeurbanne, à côté de Lyon, a été la première bénéficiaire d'un nouveau label qui s'appelle Capitale française de la culture en 2022.
Et ils ont, pendant une année, ils ont fait plein de projets culturels. Ils étaient sur un budget de, je crois que c'était 8 millions d'euros, me semble-t-il, là-dessus. C'était orienté sur la jeunesse. Et il y a eu, par exemple, un festival de musique co-construit avec les jeunes, sur qu'est-ce qu'on fait comme programmation, etc. Et en mai 2023, il y a eu un colloque, le colloque de Villeurbanne, qui, on va dire, venait valider, venait apporter une sorte de réponse institutionnelle, de validation institutionnelle à cette année d'expérimentation sur le territoire. Et voilà, colloque organisé sur 2 jours avec plein de sociologues et plein de gens très intéressants. Et il m'appelle 2 mois avant. Il me dit: allô Benoît, ah mince, on a un problème, on a préparé notre colloque, mais en fait on a plein de gens super qui viennent, mais il n'y a aucun jeune qui vient parler, ni aucun professionnel du territoire qui ont participé à l'expérience. Vous ne pourrez pas nous aider? Je dis: bah oui, mais bon. Donc en fait, j'ai animé des groupes de parole, si vous voulez, avec des professionnels du territoire, avec des jeunes qui avaient participé, etc., pour organiser des moments. Alors, donc il fallait que je prépare, et nous on était dans la salle et on avait 5 minutes par-ci par-là pour intervenir de la salle. Et si vous voulez, les paroles étaient d'une intelligence, parce que tout le monde est intelligent, et quand on met en place des moments de discussion, ben, les gens qui sont sur le terrain, ils sont pas cons. Et les jeunes, ils sont pas cons non plus. Et en fait, ces paroles-là étaient d'une pertinence, à mon sens. Alors peut-être j'avais un regard biaisé, parce que c'était moi qui avais animé le truc, mais à mon sens, peut-être plus ancré, plus juste, en fait, moins théorique que les expertises qui sont aussi tout à fait intéressantes des sociologues. Et du coup, mais le problème de ça, c'est que cette parole-là, on la maîtrise moins. On ne sait pas forcément à l'avance ce qui se sera dit. Et même les acteurs avec qui j'avais discuté, ils avaient prévu de dire des choses, et à un moment donné, ah ouais, non mais en fait, bon, c'est impossible de dire publiquement ce dont on avait discuté, parce que sinon ma chef de service, sinon on va avoir des problèmes, parce qu'on dit des choses qui dérangent. Donc j'ai dû aller voir le maire de la ville pour lui dire: mais écoute, voilà, j'ai ça. Et lui, il me dit: ouais, non, mais moi, pas de problème. Mais en fait, il y avait quand même une autocensure, parce que. Et tout ça est normal. Donc c'est juste pour vous dire que c'est normal que ce soit coincé. Dernier exemple, la ville de Fontenay-sous-Bois, vous connaissez peut-être, qui est dans le Val-de-Marne, pas loin d'ici. La direction des affaires culturelles de la ville m'a fait une demande, c'est en ce moment-là, il y a un problème dans les villes, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un service culturel dans les villes et il y a un service jeunesse, et puis il y a plein d'autres services. Et entre service culturel et service jeunesse, c'est chien et chat. Pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que il y a les cultureux prétentieux, quoi, en gros, qui méprisent tout le monde, quoi, et puis qui sont sûrs qu'ils sont porteurs de, je le dis très vite, parce que c'est aussi l'image qu'on a d'eux, hein, c'est pas forcément ce qu'ils sont d'ailleurs. Et puis, il y a les gens du service jeunesse qui sont un peu sportifs, vous voyez, etc. Et en plus, et alors ça c'est un peu terrible, mais service culturel, c'est que des blancs. D'accord, service jeunesse, c'est des gens voilà, qui n'ont pas la même couleur de peau. Donc il y a aussi ça, si vous voulez. Et le problème, c'est que souvent, au dernier moment, le service culturel appelle le service jeunesse, on a besoin de jeunes. On n'a personne là pour notre truc demain. Donc en réalité, ils sont intrinsèques, mais ils ont beaucoup de mal à travailler ensemble. Et ça, c'est dommageable aux citoyens et aux citoyennes, et aux jeunes en l'occurrence, qui se retrouvent ballottés dans ces conflits un peu ridicules en fait. Et donc à Fontenay-sous-Bois, ce qu'on fait, c'est que sur cette année, on organise des réunions, on en a organisé une première, avec 15 personnes du service culturel, 15 personnes du service jeunesse, pour qu'ils apprennent à se connaître, à se rencontrer, et à voir quelles sont leurs compétences mutuelles, etc. On en a fait une il y a 3 semaines, là, la première réunion, et c'était impressionnant. Les gens ne se connaissent pas. Ah mais tu t'appelles comment ? Et du coup, et ça c'est un point important, justement, de prendre en compte la difficulté institutionnelle, qui est normale, ce serait facile de... Voilà, faut pas avoir une pensée simpliste. Et du coup, comment on fait pour faire bouger les choses? Et ben on fait ça. Là, sur une année,
On a différentes thématiques. Là, c'était la jeunesse en général. Notre prochaine thématique en janvier, c'est la question de l'accueil, comment on accueille, etc. Et on sent que petit à petit, mais ça va prendre du temps, les a priori peut-être s'assouplissent un petit peu et peut-être les professionnels vont pouvoir travailler un petit peu mieux ensemble au bénéfice évidemment des populations. Mais pour ça, par exemple, moi quand ils m'ont fait cette commande, ils m'ont dit bah tiens, ce serait bien de faire ça. Je dis bah c'est super. Mais j'ai dit ok, mais en fait, pour co-construire, il faut absolument co-construire chaque réunion avec les deux services. Parce que si c'est que le service culturel qui construit le truc, bah, ça biaise aussi les choses. Donc en fait, là par exemple, vendredi prochain, on se retrouve, on est un petit nombre des deux services et on va co-construire ensemble comment on va faire la prochaine réunion, etc. Donc en fait, si je dis ça, c'est que ça va faire venir bouger les méthodes de travail professionnelles. Et du coup, ça c'est super intéressant en fait. Et moi, je crois beaucoup que ça se place beaucoup dans les pratiques professionnelles, de comment déjà entre nous, entre professionnels, on s'ouvre un peu plus les uns les autres, et ce faisant, petit à petit, on assouplit des questions de relations. Ça tombe bien justement cette notion de pratique professionnelle, puisque on parle de changer de regard, peut-être changer d'approche, mais comment rendre ça plus pérenne, c'est-à-dire que ce ne soit pas forcément quelque chose qui ait lieu dans un temps restreint, et puis ensuite on repasse avec quelque chose à une posture d'avant. Comment on peut essayer de rendre ça plus pérenne? Alors j'imagine que ça passe par des initiatives, pas faire ça à grande échelle comme ça, mais comment inscrire ça dans la durée? Est-ce que ça passe peut-être justement par la méthode? Je ne sais pas si vous avez des exemples d'illustration. Je ne sais pas si j'ai des exemples d'illustration, mais je trouve ça toujours très compliqué, parce que justement ce que tu dis Benoît, c'est que c'est de l'humain en fait. Et qu'à partir du moment où là, toutes tes réunions, tu arrives à créer du lien entre des gens, c'est bien, mais le jour où ces gens partent dans différents services ou dans d'autres villes, eh bien, il faut tout recommencer. Et c'est toujours la complexité. Moi, dans ma ville, par exemple, le service jeunesse, ça fait 2 ans que je suis en poste au cinéma. Le service jeunesse, je pense qu'il y a eu au moins 5 personnes différentes au poste de référent du service de jeunesse. Ça n'arrête pas de bouger, ça bouge tout le temps. Là, j'ai une réunion au début d'année, ils m'ont encore dit bon, bah, y a tout le monde qui part. Je dis bah, super. Donc, c'est au quotidien un vrai gros travail de recréer du lien avec les gens. Donc, je pense pas encore une fois qu'il y ait une formule magique pour rendre ça pérenne. En fait, pour moi, c'est très compliqué parce que c'est s'intéresser aux gens au quotidien pour essayer de créer du lien avec eux, pour essayer de travailler ensemble en bonne intelligence et que ça donne des choses bénéfiques pour les publics, les publics à qui on s'adresse. Mais typiquement, quand je suis arrivée à mon poste, la personne que je remplace, qui est partie à la retraite, donc qui était là depuis 30 ans quand même, elle n'arrivait pas du tout à travailler avec les adolescents. Donc moi, je suis arrivée sur un poste où le très jeune public, ça allait. Mais les ados étaient complètement oubliés, ils n'existaient pas. Donc, globalement, il y avait des œillères et ils n'existaient pas. Donc j'ai eu un gros travail en 2 ans de me positionner pour qu'on me fasse un minimum confiance au niveau du service jeunesse, mais au niveau également des collèges et des lycées, qui étaient complètement oubliés. Et c'est un gros travail de communication en essayant de faire comprendre aux gens que on peut s'adresser à eux, qu'on sait s'adresser à eux aussi, parce que ça c'est hyper important. On peut s'adresser à n'importe quel public, mais on n'est pas sûr d'avoir un retour en face si on ne sait pas le faire. Et ça, moi par exemple, je sais que je suis très mauvaise sur les très jeunes publics, sur les maternelles. Je ne sais pas du tout m'adresser à eux. Ils sont devant moi, ils avec des grands yeux, là, je ne sais pas quoi faire avec eux. Ils sont très mignons, ils veulent faire des câlins, je ne supporte pas ça. Enfin vraiment, mon enfer. Mais c'est pas grave parce que je le sais et j'en suis consciente. Et donc par exemple, je suis avec une alternante qui elle aime bien le très jeune public. Je me dis tiens, n'hésite pas, voilà. Je fais un câlin à la dame, mais pas à moi. Mais c'est voilà, je pense qu'il faut avoir conscience aussi de quels sont nos publics privilégiés, comment est-ce qu'on communique avec eux, et ça va en fait directement, on revient à quelle est leur culture en fait. Savoir s'adresser à des lycéens pour leur dire, leur parler de références communes, enfin créer un référentiel commun en tout cas. C'est nécessaire pour réussir à obtenir leur confiance et du coup par la suite de pouvoir travailler avec eux. Mais par exemple, je sais que je ne vais pas rester éternellement dans la structure dans laquelle je suis et la question se pose, mais comment est-ce que ça va se passer pour les partenariats qui sont faits avec le service jeunesse, avec les différents acteurs de
d'implication sur le territoire, sur la ville. Parce que là, j'ai plein de liens de confiance qui se sont créés avec les directeurs et directrices d'établissements scolaires, les enseignants avec qui on monte des projets et compagnie. Mais le jour où je m'en vais, la personne qui va me remplacer, elle va devoir recréer tous ces liens aussi et recréer de la confiance avec ces personnes-là. Et c'est toujours très compliqué en fait. En fait, comme c'est de la culture et donc de l'humain, pour créer des liens pérennes, ça me semble assez complexe. En fait, je pense pas qu'il y ait une vraie solution magique. Peut-être que Benoît, tu en as une, mais moi je ne la connais pas en tout cas sur ces questions-là. Alors moi, j'ai pas de solution magique, mais j'ai plein d'idées. Oui, voilà. Et des choses aussi que j'expérimente. Je pense que... Attends, je vais essayer de nous laisser... Ah oui, on a encore un tout petit peu de temps, parce qu'après, évidemment, on va discuter. Et c'est très important. Alors, ta question, c'est sur la question de la pérennité. Alors, là-dessus, déjà, en termes politiques, si on convainc les élus, parce que c'est quand même les élus qui sont porteurs, sauf que les élus, ça change. Hein. Oui, pas toujours. Moi, mais on ne parle pas avec les élus. Oui, tout à fait. Oui, mais enfin, ils communiquent avec les gens qui sont du dépend. Donc voilà. Et les élus ont besoin d'être accompagnés parce que, comme vous le savez, les élus ne sont pas forcément des professionnels, en fait. Donc du coup, ils n'ont pas... Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle une politique de la relation. Et ça, est-ce qu'on est dans une politique de la relation? C'est-à-dire que le sujet, c'est la relation avec les publics, mais aussi entre professionnels. C'est déjà un principe, parce que si on n'a pas des principes et des valeurs communes, c'est compliqué. Donc ça déjà, c'est un premier point. Après, je vais prendre plusieurs points et j'espère que l'ensemble des points vont dessiner quelque chose d'un peu pérenne. Il y a la question de la démocratie, c'est-à-dire de construire ce qu'on va... Alors il y a un nom, ça s'appelle la micropolitique des groupes, c'est-à-dire est-ce que dans un groupe, dans un moment où on reçoit des gens, est-ce qu'on est dans un espace démocratique? Parce que, comme on le sait, la démocratie, c'est moi je trouve un magnifique mot et des magnifiques valeurs, moi je suis tout à fait pour, mais dans ce qu'on vit, en fait, dans les situations qu'on vit, la démocratie n'est pas forcément respectée, c'est-à-dire que les droits des personnes, leurs droits culturels, mais pas que, ne sont pas forcément respectés. Et est-ce que soi-même, déjà, on essaie de mettre en place des espaces démocratiques? Vous allez me dire, mais ça, ok, la pérennité, on ne la voit pas encore, j'avance. Il y a la question du numérique. Pour moi, le numérique, ça fait complètement partie de notre vie. Pour moi, c'est plus un sujet, le numérique. Le numérique, c'est un élément anthropologique de nos vies. C'est comme l'air qu'on respire, le sol sur lequel on marche. Enfin voilà, le numérique, ça fait partie finalement de nos vies. On doit faire avec. Il n'y a pas de question d'être pour ou contre et tout. À mon avis, ça fait partie. Par contre, comment on l'utilise et comment on peut employer le numérique comme un facteur de lien et de récit. Je ne rentre pas dans les détails, vous allez voir comment ça touche à la pérennité des choses. Je vous donne un petit exemple sur la question du numérique facteur de lien. L'année dernière, j'ai fait un projet avec la mission locale d'Elbeuf, à côté de Rouen, pour des jeunes. Vous savez, les missions locales, c'est des espaces où on accompagne les jeunes sur des sujets de professionnalisation, des jeunes qui sont en difficulté par rapport à ça. Voilà. Et c'était un atelier numérique où c'était des journées de temps en temps où les jeunes étaient invités à aller, on va dire, travailler leurs compétences numériques. Ça pouvait être la vidéo, ça pouvait être le son, ça pouvait être la 3D, ça pouvait être ce qu'on voulait, quoi. Et donc j'avais des groupes, j'étais sur une journée et je les accompagnais à identifier ce qu'ils voulaient faire pendant la journée et puis ils faisaient des choses ensemble et tout ça, tout ce qui était produit, que ce soit de la vidéo, du son, des images, que sais-je, allait sur une plateforme numérique ouverte. C'était ni Google ni rien, parce que la question de la souveraineté numérique, le choix d'un outil numérique, il a énormément d'impact politique, en fait. Où sont les données, qui les utilise, donc tout ce qui est, comme on dit, tout ce qui est gratuit,
il y a anguille sous roche, hein, donc si ça coûte un peu quelque chose, c'est normal. Si ça demande un peu de travail, c'est normal. Quand c'est facile et immédiat, évidemment, il faut se méfier politiquement. Donc ces éléments numériques leur étaient accessibles. Et moi, c'est ma valeur maintenant, si je fais des ateliers, des choses, au sortir de l'atelier, même s'il a duré 1 heure, eh bien, tout ce qu'on a produit est disponible, accessible, ça appartient aux gens. Et du coup, d'une semaine sur l'autre, ce numérique permettait, moi je ne sais pas qui allait voir, si vous voulez, mais ça faisait lien. Et résultat, à chaque fois, j'avais de plus en plus de monde, en fait, parce que, et puis j'avais certains, par exemple, un jeune, il y avait plein de rushs vidéo, etc. Tous les rushs étaient disponibles sur la plateforme. C'est pas juste le film fini. Tout ce qui était fait était disponible grâce au numérique. Et bien pour la fois suivante, il avait tout dérushé, il avait passé je ne sais pas combien de temps. Je ne lui avais pas demandé. Mais si moi je n'avais pas rendu disponible ces données, il n'aurait pas pu le faire. Donc je crois que le numérique peut être facteur de lien. Autre exemple, c'était il y a 2 ans au Lila, on avait fait un atelier de réalisation de films dans la rue, dans un quartier, voilà. Et puis le samedi soir, il y avait la projection en plein air des films qui étaient faits pendant la semaine, pendant la journée dans la rue. Le problème, c'est que le samedi soir, c'était le premier jour du Ramadan, donc on craignait pour la fréquentation. Et en fait, les films qui étaient faits au fur et à mesure, beaucoup par des enfants, mais pas que, hein, c'était intergénérationnel, eh bien, on les mettait en ligne sur une plateforme numérique de la ville. On a créé cette ville. J'ai accompagné cette ville pendant 4 ans à la direction des affaires culturelles. Et du coup, les enfants ou les vieux qui faisaient des films, pendant la semaine, les films circulaient. Les parents voyaient les films, etc., etc. Et du coup, parce que les films circulaient, ça a donné envie aux gens de se rassembler et on avait foule le samedi soir pour la projection. C'est-à-dire que croire que souvent on dit « Ah ouais, non mais c'est mieux, ils vont découvrir les films, comme ça ils auront la surprise. » Non, non. Ce que les gens viennent faire quand ils viennent voir une salle, c'est ils viennent vivre une expérience sociale, ils viennent se rassembler. Et s'ils ont vu les films avant, ils auront encore plus envie de venir et de les voir partager. Donc voilà, et ça m'amène à un autre point, 2 derniers points qui sont pour moi très importants. C'est la question du récit du territoire. Justement pour aller plus loin que, oui, il y a les relations, les gens partent, etc. Mais bien souvent, par exemple, prenez une bibliothèque. Dans une bibliothèque, il y a plein de choses qui se passent, etc. Et il y a plein d'actions culturelles qui sont proposées aux gens, qui sont super souvent. Mais où est la trace de ces actions? En fait, il y en a très très peu. C'est-à-dire que quand j'arrive dans la bibliothèque, je vois les livres, je vois les ordinateurs, je vois... Mais toute la vie qu'il y a eu là, dans cette médiathèque, elle est où en fait? Eh bien, elle n'est inscrite nulle part. Et l'écriture d'aujourd'hui, il y a un beau livre de Kenneth Goldsmith qui s'appelle « L'écriture sans écriture », sur le fait que l'écriture d'aujourd'hui, c'est les images, les sons, les mots, voilà. Cet écrit-là, cet écrit contemporain, eh bien, il me semble qu'il faut le conserver. Il faut conserver un récit des actions qu'on fait. S'il n'y a pas de récit, c'est comme si ça n'avait pas existé. Et ce récit, il est partagé, il fait lien, il faut citer les gens, il faut respecter aussi l'identité des personnes qui ont participé, respecter aussi leurs identités de est-ce qu'on voit leurs images, etc., Et grâce à ce récit du territoire, on va pouvoir légitimer dans la plus longue durée, ne pas perdre la mémoire aussi de ce qui s'est vraiment passé. Et je crois que le numérique nous permet de faire ça. Et donc la création d'un patrimoine numérique, j'aime pas trop le mot patrimoine, mais bon, on s'est compris, d'un patrimoine, tout à fait, eh bien, permet de faire ce récit et de faire lien. Et puis, par ailleurs, pour redonner quelque chose de très concret, même quand on fait un atelier, par exemple, je sais pas, je vais faire des films à des gens, puis à la fin on fait la restitution. Et on a le film à la fin, disons, qui a été fait. Il y a eu 4 jours d'atelier, puis il y a un film à la fin. Et on va le restituer, on va le regarder. Il y a un problème avec ça. Pourquoi? Parce que souvent on a un peu la pression sur le film. L'intervenant ou l'intervenante
souvent va par exemple faire le montage après l'atelier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes qui ont participé, en fait, c'est pas eux qui font le montage. Et on appelle ça de l'éducation aux images. C'est quoi cette histoire? C'est l'inverse là qu'on fait en fait. Mais on dit bah oui, mais bon, le montage c'est laborieux. Et puis il faut que le film soit bien, pour qu'il soit valorisant finalement. Et puis si le film n'est pas valorisant, s'il n'est pas bien entre guillemets, eh bien il va être mal jugé. Il y a les partenaires, il y a peut-être les financeurs, il y a peut-être la DRAC, il y a peut-être les parents même. Donc il faut qu'il soit bien. Mais ce qui est terrible, c'est que ce faisant, comme on est tendu comme ça sur le résultat, eh bien ce faisant, on va complètement pervertir l'objectif de l'atelier et on va même instrumentaliser les jeunes pour faire entre guillemets un bon film à partir de leur pratique. Et eux, c'est plus leur film en fait. Et du coup, parfois, on a des jeunes qui n'apprécient pas du tout le film, qui vivent très mal le fait qu'il y ait leur image sur l'écran, etc., qui vont par exemple demander que le film ne soit pas diffusé parce qu'ils ont été mal avec ça, et donc on va essayer de leur mettre la pression au max, de leur dire non, mais tu vas nous mettre dans la merde, etc. Donc on va faire en sorte de bafouer leurs droits, si vous voulez. Donc tout ça est très problématique. Donc moi, ma politique, et ça rejoint la question du récit, c'est de dire qu'est-ce qui est important dans tout ça? C'est le cheminement des gens, en fait. Le résultat, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour que ces personnes aient vécu une expérience ensemble. Donc en fait, peut-être que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on documente plus le processus. On propose aussi à des jeunes participants de documenter, de prendre des photos, de raconter des choses, de faire un journal de bord, etc. Et que le film, c'est eux qui le montent. Et c'est pas grave s'il n'est pas, si c'est pas un bon film, en plus vu au nom de quels critères, je veux dire, voilà. Et finalement, au moment de la restitution, ce qu'on va restituer, c'est l'ensemble du processus. On va partager le processus. Oui, il y aura un résultat, un film qui a été fait très bien, mais le vrai résultat de notre action, c'est le processus vécu ensemble, et c'est ça qu'il faut raconter, et tout le monde va être content. Personne ne va juger. On dépasse, si vous voulez, l'espèce de tension sur l'objet, en fait, pour passer à l'expérience et au partage de l'expérience. Et grâce à ça, si on documente les processus, et ben ça y est, on a notre récit du territoire, et ce faisant, ben voilà, on change un petit peu les pratiques, et vraiment, tout le monde est très content de ça, et ces données numériques-là, et il faut aussi avoir l'attention nécessaire, et ça c'est facile à dire, c'est difficile à faire, pour qu'elles soient conservées sur la longue durée, comme on dit dans la longue traîne. Je ne vais pas vous le définir, c'est un concept très important, me semble-t-il, la longue traîne. Je vous inviterai à le chercher par vous-même, afin que ça construise quelque chose de pérenne sur le territoire et qu'on puisse s'y référer et avoir cette histoire culturelle, finalement, qui fait commun, qui fait communauté au sens du terme. Voilà, quelques petites pistes. Merci beaucoup, je pense que c'est le bout de la fin de votre intervention. On peut passer aux questions s'il y en a dans la salle. Oui. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu as précisé, Benoît, merci beaucoup pour vos interventions, c'était super intéressant. En fait, ça revient encore une fois au problème de formation, parce que très souvent, c'est peu la structure culturelle qui valorise le résultat. Au contraire, en fait, il y a plutôt les médiateurs qui ont tendance à valoriser le processus global, les storyboards par exemple avant les films, les scénarios, les ébauches de scénarios avant les films, de conserver des brouillons, des traces de pâte à modeler pour du stop motion. Tout ça c'est souvent conservé, c'est plutôt les enseignants, les élus, les institutionnels qui sont dans le refus de cette valorisation parce que pour des questions voilà, en effet de légitimité, et ça pose la question aussi des jeunes. Moi j'ai toujours trouvé ça fou qu'un jeune découvre un film dans sa vie. Et en fait c'est le tien. Tu n'as pas à le redécouvrir. À la limite, je trouve ça même encore plus violent. Moi j'ai déjà vu des salles qui proposent des montages parallèles. C'est-à-dire qu'il y a le professionnel qui monte, donc évidemment c'est hyper léché, c'est très beau. Et ensuite il y a le montage des jeunes, complètement imparfait. Mais en fait c'est un comparatif qui est très violent, dans lequel évidemment l'œuvre privilégiée sera toujours celle du monteur. Donc il y a aussi des problèmes de cet ordre-là sur la valorisation. Je ne sais pas si c'est de la responsabilité de la DRAC ou de ceux qui sont de l'ordre des financements de se dégager une forme de pression sur les structures, sur la valorisation finale,
ou d'accepter que ça puisse prendre une forme globale. Et je pense aussi que sur la trace du territoire, sans forcément citer le mien du territoire, c'est pas forcément l'objectif, j'ai l'impression aussi qu'il y a une pression. Par exemple, là, moi j'ai eu une réunion il y a pas longtemps avec d'autres structures culturelles. Je travaille dans une salle de cinéma, mais c'était de structures culturelles, c'était à la demande de la ville un rendez-vous de présentation des structures, donc avec des théâtres, des opéras et d'autres structures. Évidemment, le cinéma étant largement minoritaire par rapport au spectacle vivant, qui ont en fait des représentants beaucoup plus larges, parce qu'ils ont le cirque, le spectacle, l'opéra, le cinéma étant le seul représentant de lui-même. Donc forcément, on se retrouve avec un décalage assez fort, qui vient aussi orienter les restitutions. Parce qu'un film d'école, en fait, l'improvisation qui fait partie même de la pratique théâtrale ou de danse, en fait, elle est beaucoup moins jugée que la pratique cinématographique, qui en plus s'empare des jeunes, des téléphones portables. Et donc en fait, la question de la légitimité, elle est partout dans les arts cinématographiques et d'image, ce qui veut dire que forcément une restitution d'élèves de 3 ans qui dansent sur une scène, sur une musique, mais en faisant des gestes... il n'y a pas de jugement sur la pratique spectaculaire. Mais vous dire que l'improvisation d'enfants de 3 ans sur une scène avec un fond musical et une projection, tout de suite ça apparaît très arty, alors que la projection en stop motion d'une séquence de 1 minute qui a déjà demandé des heures de travail que les gens... encore 1 minute... Voilà, non mais 1 minute c'est énorme. Mais c'est-à-dire que quand nous on dit on a réussi à faire une séquence, alors qu'en fait eux ils s'attendent à un film, mais le temps d'un film, je pense, en stop motion n'est absolument pas considéré. Donc en fait c'est aussi un décalage des pratiques de légitimité dans les villes même, sur le fait que le cinéma est un peu perdant de l'ensemble, parce que c'est le plus proche de la pratique des jeunes. Et en fait ça se retrouve, et en fait on le voit bien, le pass culture c'est le cinéma qui est le grand gagnant du pass culture, alors que les pratiques du spectacle vivant sont les grands perdants du pass culture dans les bassins individuels des jeunes. Donc on voit bien que de toute façon il y a un problème là-dessus. Et pour terminer par rapport à ce que tu disais Mylène aussi sur la légitimité des pratiques, moi j'étais quelques années après toi au CNC sur un parcours similaire, sur ce même rendez-vous des professionnels, et nous c'était sur l'entrée de Ready Player One. Donc film qui en plus est sur la culture des jeux vidéo des jeunes de Spielberg, et donc c'était la question, et donc il a été ça a été mais un combat, mais sans nom pour faire rentrer ce film, il est rentré aujourd'hui, mais parce qu'on considérait qu'il avait été vu. Et en fait, le fait d'avoir été vu, en quoi c'est un problème d'intégration, alors que justement, sur un parcours de 3 à 5 films, on peut considérer que ça peut être bénéfique qu'ils en aient au moins vu un, pour se dire que ça leur fait une accroche de début d'année pour les amener vers des films qu'ils n'ont pas vus. On est quasiment sûr. Mais en fait, c'est aussi un refus du fait que les enfants, ou les élèves, ou les ados peuvent connaître, et ça pose problème. Quand un enfant connaît, on se dit « Ah, c'est que c'est pas assez pointu, c'est qu'on n'a pas besoin de le traiter ». Donc, en fait, ça pose plein de questions, mais entre professionnels nous-mêmes, mais notamment les professionnels d'autres secteurs que les nôtres, où on a parfois du mal, et ça je sais pas si toi par exemple dans ton expérience Benoît avec les élus, tu as pu remarquer aussi au sein même d'un secteur culturel, parfois c'est la préférence de l'élu qui va parler. Dire moi j'adore la BD, donc on va faire des actions BD, et le reste est aux abonnés absents. Juste pour réagir rapidement à ce que tu viens de dire avant qu'il y ait une autre question, je pense que les droits culturels nous aident parce que, par exemple, les directions régionales des affaires culturelles, souvent, il ne faut pas être simpliste, mais souvent, défendent des postures très académiques sur qu'est-ce qui est artistique, qu'est-ce qui n'y est pas. Moi, je le sais parce que on doit faire des dossiers pour des financements et attention, mais ils sont censés faire respecter les droits culturels. En fait. Et pour avoir animé moi-même des formations pour des conseillers DRAC là-dessus, c'est difficile, ça prend du temps, mais et c'est pour ça, et c'est un message que je vous envoie, je crois qu'on peut s'appuyer sur les droits culturels. Et le fait que les droits culturels sont rentrés dans la loi en France, dans 2 lois, dans 3 lois en fait, en 2015, 2016 et 2021, donc on est censé respecter les droits culturels des personnes, et du coup, on peut tout à fait s'appuyer sur cet outil. Et je dis parajuridique parce qu'en fait, les droits culturels ne sont pas une loi en eux-mêmes, mais font référence à d'autres lois. On peut s'appuyer dessus pour défendre justement des postures plus ouvertes et pour dire attendez, en fait, c'est soutenu par la loi, en fait, tout ça, et que le système de hiérarchisation culturelle,
En fait, on peut faire autrement, c'est légitime. Et souvent, c'est pour ça que j'aime bien partager ce truc de droit culturel, c'est souvent ça correspond à des intuitions qu'on ne se sent pas très légitime, mais du coup, utilisons-le pour se légitimer. Et pour te répondre sur la question des élus, en fait, les élus, souvent, ils ont besoin d'être conseillés. En fait. C'est-à-dire que souvent, en effet, ils confondent leur goût personnel avec leur mission par rapport à une population, parce qu'ils manquent de connaissances, en fait. Donc, ils ont plutôt besoin d'être conseillés. Et là aussi, les droits culturels peuvent nous aider à les conseiller. Je ne veux pas être trop long. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Ou des réflexions, des remarques? Il y avait un thème vraiment qui était abordé sur la non-homogénéité des jeunes. Et du coup, moi, je me posais la question sur tu travailles sur les 15-25. Du coup, comment tu abordes cette question de la non-homogénéité avec les 15-25? C'est hyper compliqué, il n'y a pas de bonne réponse. En fait, rien que pour ce comité-là, on se rend compte rapidement qu'il y a des films 15-18 et des films 18-25. Parce que de toute façon, un jeune de 15 ans, un jeune de 25 ans, c'est pas du tout les mêmes problématiques de vie. Je trouve que cette tranche d'âge, elle est nulle parce qu'en fait, elle est énorme. C'est pas nous qui l'avons choisi, on se doute bien, sinon je dirais pas ça. Mais on n'a pas du tout les mêmes problématiques quand on a 25 ans que quand on a 15 ans. On regarde pas les mêmes films quand on a 15 ans qu'on a 25 ans. Alors, on peut regarder les mêmes, on n'aura pas la même sensibilité, on n'aura pas le même vécu, pas le même bagage. Ça n'a aucun sens. Mais il fallait faire un truc un peu fourre-tout. Ça a été 15-25. Bon. Donc on est conscient nous-mêmes que des pratiques de 15-18 ans et des pratiques de 18-25 ne sont pas les mêmes, qu'on ne va pas avoir les mêmes accompagnements. Je peux vous donner un exemple un peu concret. Il y a un film qui est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, qui s'appelle Les Reines du drame d'Alexis Langlois, qui est un film culture queer, LGBT, qui est super. Je vous recommande, allez-y, parce qu'il est en train de se planter en salle. Bref, c'est une espèce de comédie musicale queer, enfin ça n'a aucun sens, mais c'est formidable. C'est un film qu'on a accompagné avec une 15-25, c'est un film qui parle de nostalgie des années 2000, etc. etc. Il a été projeté donc dans différentes régions de la France pour des jeunes entre 15 et 25 ans. Les 15-18, ils se disent mais qu'est-ce qu'on vient de voir? On repasse ce qui se passe. Les 18-25, ils étaient un peu plus... Là, on voit la référence aux années 2000 et tout. Nous, notre accompagnement, en plus c'est moi qui l'ai fait, donc je peux vous le dire, l'accompagnement, ça a été de faire une fiche technique de comment faire une boom dans une salle de cinéma, un quiz sur les années 2000 et un blind test années 2000 avec une playlist pour la boom en même temps. Je cumule les choses. Il y a des salles qui s'en sont saisies. Et en fait, c'était plus intéressant au final pour des adultes, mais c'est un film qui peut être intéressant pour des 15-25 ans. Le truc, c'est qu'on ne vise pas des films juste pour en faire la communication en disant il faut absolument... Enfin, c'est un film que pour les 15-25 ans, etc. On est plutôt dans une démarche de... c'est des films qui peuvent s'adresser à ce public-là, mais qui vont peut-être toucher que justement les 18-25 et pas les 15-18. Et c'est pas grave, on accepte. Et à côté de ça, on avait recommandé un film qui s'appelle Mon ami robot, qui est un film d'animation qui est formidable, vraiment formidable, et qui pour le coup s'adressait autant à un public adulte qu'à un public 15-18 et qui était beaucoup plus accessible à 15-18. Donc il y a des moments où nos actions ne sont pas que sur la très grosse tranche d'âge qui est le 15-25, mais on essaie de choisir en fonction des films et de diversifier au maximum. Et malheureusement, ça dépend aussi des sorties ciné, parce que c'est des films qui vont sortir, qu'on voit au fur et à mesure. Donc on n'a pas, pareil, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas un truc qui fonctionne pour les 15-25 ans, et les personnalités et bagages culturels de chacun font qu'on n'est pas touché par les mêmes choses. Où là, moi, en tant que jeune, quand j'avais 15 ans, je peux être touchée par des films que j'aurais recommandés aux 15-25, et inversement, il y a des jeunes qui ne seraient pas du tout touchés par ces films-là à cet âge-là maintenant. Mais c'est pas grave, parce que l'idée, c'est pas de leur montrer que des choses qui leur plaisent aussi, c'est de construire leur goût cinématographique et leur donner des références communes pour dire ça j'aime pas. Moi, c'est un discours que je tiens vachement en salle, de faire comprendre notamment aux enfants, aux tout petits, de leur demander à la fin du film si ça leur a plu ou pas. Souvent, c'est un grand oui avec quelques noms, et je leur dis mais vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non, le film que vous venez de me montrer, je l'aime pas. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour que vous aimiez les films, on est là pour vous faire des propositions de films, pour que vous sachiez ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas.
Ça, c'est hyper important. Et là, on diffuse en ce moment Microcosmos, documentaire sur les insectes de 1996, qui est incroyable aussi, hein, mais qui est incroyable avec une vision d'adulte. Les enfants, ils sont juste fascinés parce qu'il y a des insectes sur un grand écran, mais pas spécialement par la qualité esthétique du film. Et ben il y en a plein où ça marche pas du tout sur eux, parce que ça parle pas, il n'y a pas de voix off, alors, et c'est trop drôle, vous vivez la séance avec eux et ils commentent pendant tout le film parce qu'il n'y a pas de voix off, donc ils disent des trucs, c'est hilarant. Mais du coup vous avez plein d'enfants qui n'accrochent pas du tout à ce type de film, et je leur dis mais c'est pas grave, tant mieux, t'as pas aimé, super. Enfin, on regarde avec des yeux comme ça, je me dis c'est qui cette meuf, elle est trop bizarre. Pourquoi elle me dit super alors que j'ai pas aimé? Je dis bah peut-être que le prochain film que tu verras, tu l'aimeras plus. Et ça veut dire que tu sais faire la différence entre les films que tu aimes bien et les films que tu n'aimes pas. J'ai un peu digressé, pardon. Voilà. Une dernière question peut-être? C'est votre dernière chance. Et bien sinon on va finir là. Merci beaucoup. Merci.